Afrique Média, le monde, c'est nous. Entre terrorisme et espionnage de la France sur le banc des accusés au Mali, le gouvernement malien, vous savez, a officiellement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme les actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, de soutien apporté selon lui au gouvernement djihadiste d'espionnage, des accusations qui interviennent après de longs mois d'escalade et de tensions entre la France et le Mali. On en parle dans cette édition de Géopolitique internationale. Et puis, relations turco-russes, on en parle également ce matin dans le cadre de cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Le rapprochement entre la Turquie et la Russie inquiète les Occidentaux selon de nombreux analystes, qui estiment pour eux que les relations russo-turques à l'aune de la guerre en Ukraine se représentent comme un jeu d'équilibristes diplomatiques permanents, des partenaires économiques et stratégiques mutuellement incontournables, alors que certains s'amusent à dire que Erdogan et Poutine sont devenus de vrais copains. Que pensez-vous de ces stéréotypes et étiquettes justement données par la presse occidentale ces derniers jours, alors que la crise ukrainienne également fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive? On en parle dans cette édition de Géopolitique sur le continent, mesdames, messieurs, de Géopolitique internationale. J'y arrive, mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et merci de nous retrouver en direct dans cette nouvelle édition de Géopolitique internationale sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder. Nos invités sont déjà avec nous via notre plateforme Zoom pour évoquer avec nous ces sujets brûlants ce matin. On parlera du Mali, on parlera bien sûr aussi, vous le savez, des relations entre la Turquie et la Russie. Certains analystes qui s'amusent à dire que le président russe Vladimir Poutine et le président Erdogan sont devenus de nouveaux copains. On en parle également. Et puis, bien sûr, à chacun de nos invités, on posera une question sur l'actualité géopolitique, la guerre en Ukraine, la Corée du Nord qui est prête à envoyer près de 100 000 soldats pour soutenir la Russie. On évoquera également l'Algérie, des liens militaires toujours plus forts avec Moscou. Moscou qui justement a permis au Mali de garder un espace d'expression sur la scène internationale, une autre actualité géopolitique. Et bien sûr, on se demande si l'Europe survivra sans le gaz russe. Alors, nos invités sont avec nous ce matin. Terfosmen, journaliste expert en questions internationales. Daria Platonova, observatrice politique du mouvement eurasiste international. Bruno Dregis, historien politologue. Linda Larbaoui, analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. Rega Malabina, internationaliste. Bonjour à vous tous, chers invités. Merci de nous retrouver en direct pour cette nouvelle édition de Géopolitique internationale. Alors, tout de suite, commençons par cette actualité brûlante depuis le début de la semaine concernant donc ces accusations gravissimes selon certains analystes du Mali contre la France, le Mali qui accuse notamment la France de soutenir les djihadistes et qui a porté justement cela au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, je vais commencer par vous, Terfosmen, vous êtes journaliste et expert en questions internationales. Comment analyser
vous cette actualité, alors que dans le même temps, selon un communiqué qui a été rendu public il y a quelques jours par l'armée malienne, eh bien, les forces armées maliennes, les FAMA, ont neutralisé au moins 91 terroristes à l'issue, bien sûr, de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays, seulement entre le 10 et le 20 août de ce mois, bien sûr. De cette année, j'allais dire. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, donc, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Donc, pour revenir à votre question, l'armée malienne, a priori, dispose d'une banque de données donc informationnelle qui donc font état d'une éventuelle coopération. Donc, on va dire coopération. Tarfousmen, est-ce que vous m'entendez? J'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Tarfousmen? Je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Alors, on a peut-être quelques soucis de connexion avec Tarfousmen. On reviendra certainement vers vous tout à l'heure. On parlera, on évoquera de bout en bout cette question concernant la sécurité au Mali, le terrorisme, l'espionnage, les accusations qui ont été portées par le gouvernement de la transition au Conseil de sécurité de l'ONU, et puis bien sûr avec Daria Platonova. On parlera également du regard de Moscou, de la Russie face à de telles accusations. Avec Linda Larbaoui également, on évoquera justement cette assurance-là que montre, ou plutôt que démontre à chaque fois les forces maliennes ou même encore le gouvernement de la transition au Mali, qui rassure à chaque fois justement que la sécurité reviendra progressivement, si ce n'est pas déjà le cas au Mali. Donc que les Maliens et les Africains, les Maliens en particulier, les Africains n'ont pas en son faire. Et puis bien sûr également avec Gamal Abina, on évoquera justement les questions internationales autour de cette affaire concernant le Mali, avec bien sûr la réaction il y a quelques jours également du gouvernement de Berlin. Alors est-ce qu'on peut avoir écoutez Tarfousmen à présent? Tarfousmen, je vous repose la question. Au moment où la France est sur le banc des accusés, avec le gouvernement de la transition du Mali justement, qui a porté de graves accusations devant le Conseil de sécurité, accusant justement la France de soutenir les djihadistes, le djihadisme au Mali. Comment comprendre ces accusations-là au moment où on évoque également que les FAMA, les forces armées maliennes, ont neutralisé au moins 90 terroristes à l'issue de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays seulement entre le 10 et le 20 août. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à voir Tarfousmen. Je vais passer la parole très rapidement à Linda Larbaoui à ce sujet. Alors, Linda Larbaoui, bonjour, rebonjour à vous et bienvenue. Le Mali, on l'a dit il y a quelques jours, a repoussé une attaque terroriste. L'armée malienne, bien sûr, a repoussé une attaque terroriste. L'armée malienne, il y a quelques jours encore également, a promis une sécurité améliorée sans la France. Comment comprendre toutes ces informations, Linda Larbaoui, alors que ces accusations également battent son plein? Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour, bonjour. Linda Larbaoui qui nous écoute, mais nous avons du mal à voir votre retour, Linda Larbaoui. On va tenter d'échanger avec Gamal Abina, qui lui, me semble-t-il, est bien positionné. Rebonjour à vous, monsieur Gamal Abina, bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolitique. Est-ce que vous m'entendez, Gamal Abina? Oui, parfaitement. Ah d'accord, cela me rassure énormément. Alors je disais tout à l'heure avec Tarfousmen que le Mali a repoussé au moins 90, a neutralisé au moins 90 terroristes seulement entre le 10 et le 20 août.
comment comprendre justement ces désormais promptes réactions des forces armées maliennes, hein, dont la guerre contre le terrorisme, alors même que ces accusations viennent d'être portées contre la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU? Pour ce qui concerne l'intervention et l'efficacité de l'intervention malienne, elle est évidente. Elle est consécutive à deux choses. La première, c'est le retrait des forces de Berkane. Les Français ne sont plus là pour se positionner comme une sorte de force d'interposition. Et la seconde, c'est qu'effectivement, avec l'alliance Mali-Russie, eh bien, les Russes ont décidé à la fois d'envoyer des coopérants militaires, des gens qui les forment, et surtout les ont équipés en matériel offensif. Donc les Maliens sont en mesure aujourd'hui d'intervenir sur des distances assez longues, avec des équipements militaires aéroportés, avec des hélicoptères, avec des moyens de renseignement assez efficaces en substance, que les Russes peuvent les renseigner sur les différentes positions de leurs adversaires, ce que les Français ne faisaient pas. Il y avait l'opacité totale par rapport à ça. Donc les moyens utilisés par les Maliens sont les moyens russes, clairement. La méthode est russe, c'est une méthode qui consiste à effectivement, lorsqu'on intervient, y aller de façon très franche, très sévère en règle générale, puisque les Russes ont toujours fait leur preuve de ce point de vue-là. Et c'est une guerre contre-insurrectionnelle, contre-terroriste, qui nécessite effectivement des moyens radicaux, avec une détermination sans faille. Ça, donc, ce qui fait que donc il y a une accélération de l'histoire, c'est que les Maliens aujourd'hui, les FAMA, ont enfin les moyens de pouvoir intervenir directement sur leur territoire. Ils sont chez eux tout de même, ont les moyens logistiques, militaires et de renseignement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour répondre à votre question sur les Français, effectivement, les accusations qui sont portées par le Mali sur la France peuvent donner deux sentiments. D'abord, il est possible, je ne dis pas que c'est le cas, je ne vais pas non plus commencer à porter des accusations alors je n'ai pas les moyens d'étayer, mais en substance, il est possible que les Français, qui ont eu une tradition de ce qu'on appelle des coups fourrés à l'époque, avec leurs barbouzes, des interventions un petit peu directes ou indirectes sur les territoires qui les influençaient, mais il est possible que les Français, effectivement, aient laissé faire, aient laissé se développer des viviers de terrorisme et de foyers d'insécurité pour justifier leur position et leur présence dans la région. Et parallèlement à ça, les Maliens ont tout intérêt à dire que les Français sont à la manœuvre et sont responsables pour partie de ce qui se passe, parce qu'évidemment, leur alliance nouvelle avec les Russes les autorise aujourd'hui à s'écarter de l'ancienne puissance coloniale. Donc les deux éléments conduisent à dire que d'un côté, il y a une accélération de l'histoire, comme je le disais, puisque les moyens mis en place sont très durs, très violents et très efficaces. Donc effectivement, du côté de ces mouvements insurrectionnels ou terroristes, il y a un vent de panique qui s'installe et c'est de plus en plus radical à leur tour. Ils ont tué aussi encore récemment une vingtaine de militaires maliens. Et du côté français, comme il y a une perte de positionnement géostratégique, comme il y a une perte d'influence, comme ils sont littéralement évincés du Mali, eh bien ils ont peut-être intérêt à encourager à ce que les mouvements séparatistes ou terroristes viennent troubler les opérations menées par les militaires maliens appuyés par les Russes. Donc ces deux raisons font qu'on peut penser, il n'est pas interdit de penser que la France peut-être ou laisse faire ou encourage les organisations terroristes pour pouvoir justifier d'un retour éventuel de leur présence, prétendant qu'après 8 ans d'échec, ils seraient peut-être plus habiles que les Russes et les Maliens tout seuls d'intervenir. Mais en vérité, on se rend bien compte qu'en moins d'1 an, les lignes ont largement bougé, les Maliens interviennent un peu partout, commencent à reprendre du terrain, et qu'effectivement, les Français sont forcément de plus en plus mal vus. Gamal Abina, merci pour ce premier jet d'analyse, Gamal Abina. Alors, je vais tenter avec vous, Bruno Druski, vous êtes historien politologue. Alors, le Mali porte une plainte, selon ce qui a été rapporté, assez gravissime quand même, contre la France à l'ONU pour soutien au terrorisme. Et justement, il faut dire que le Mali dit avoir des preuves irréfutables. Selon vous, quelle pourrait être justement la gravité de ces accusations-là au regard des preuves? Est-ce que vous avez une idée de ces preuves-là, Bruno Druski? On n'a pas ces preuves, mais on peut supposer quand même que si le Mali va jusqu'à l'ONU pour mettre sur le tapis cette question, c'est qu'il doit avoir quelques éléments sérieux à mettre sur la table lors de la discussion qui s'avérera très intéressante. Bon, si on replace aussi les choses dans leur contexte, je veux dire, la France en Libye ou en Syrie n'a pas hésité à soutenir dans l'histoire et dans une autre partie du monde, mais enfin pas forcément très éloignée.
Et donc on peut pas exclure qu'il s'agit de la même chose aujourd'hui au Mali. Bien sûr, on n'a pas pour le moment les preuves, on va bien voir, mais on peut aussi rappeler que jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Mali ne trouve pas le partenaire russe et jusqu'à ce que l'actuel gouvernement ne prenne pas le pouvoir à Bamako, la France avait tout fait pour que l'armée malienne soit aussi inefficace et aussi affaiblie que possible, qu'elle reçoive avec retard des armes, qu'elle soit mal entraînée, etc. Donc tout ça, c'est un faisceau d'indices qui nous amène à penser que la thèse malienne qui va être présentée à l'ONU s'appuie sur des éléments solides. On verra évidemment ce qu'il en est bientôt, mais pour le moment, on peut supposer que l'expérience nous amène à penser qu'il y a quelque chose dans le dossier que le Mali est en train de porter à l'ONU et évidemment ça risque de mettre en difficulté la position de la France, mais donc attendons de voir, mais l'expérience nous montre qu'il y a sans doute quelque chose derrière. D'accord, merci à vous Bruno Druski, merci pour ce premier jet d'analyse. Alors, je reviens vers vous, Linda Larbaoui, j'espère que vous m'entendez actuellement, j'espère surtout que j'aurai également votre retour. Alors, Linda Larbaoui, certains analystes estiment que quand le monde entier connaîtra enfin ces preuves-là, les preuves dont on parle, ces preuves irréfutables que le Mali a brandies, cela jettera à coup sûr du discrédit, ou alors un discrédit définitif sur la supposée lutte contre le terrorisme de la France, mais aussi de ses alliés justement en Afrique. Alors, est-ce que vous pensez justement que dans cette recherche des preuves, ou alors face à ces preuves irréfutables que le Mali brandit ou veut brandir aujourd'hui, est-ce que la France laissera faire, Linda Larbaoui? Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Bon, on va tenter de passer la parole à Daria Platonou-Varnipala. On va tenter de revenir vers Terforce Mensi cette fois-ci. La connexion est rétablie. Rebonjour à vous, Terforce Men. J'espère que vous m'entendez. J'espère aussi que on pourra avoir votre retour. Alors, Terforce Men, j'aimerais avoir a priori, de prime abord, votre analyse sur ces accusations, le Mali qui accuse la France de soutenir les groupes terroristes qui attaquent le Mali et de multiples violations de sa souveraineté. Est-ce que, selon vous, de telles accusations, je ne dirais pas sont fondées, mais est-ce que ces accusations ne sont pas quand même assez graves pour un pays comme la France qui a toujours été aux côtés du Mali pour soutenir le pays dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part à Terforce Men? Oui, bonjour Vanessa, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Bonjour, très bien. En fait, il est vrai que c'est des accusations gravissime, c'est le cas de le dire, mais je pense que le Mali, quand même, comme disait, je rejoins ce que disait Bruno, dispose apparemment d'une banque de données informationnelles qui laisse croire, et plus ou moins laisse entendre, que la France est quelque part, donc, on va dire, moi je parlerais beaucoup plus de laxisme, donc par rapport, si vous voulez, à cette complicité implicite, parce qu'on ne peut pas dire ou accuser la France de manière directe, oui, parce que la France officiellement c'est un pays quand même qui s'inscrit dans la lutte donc internationale contre le terrorisme. Il est vrai que quand on accuse ou quand on brandit ce genre d'accusation, il faudrait quand même avoir les preuves tangibles pour pouvoir donc déposer sur le bureau, ou plutôt le tapis du Conseil de sécurité, parce que c'est pas quand même une mince affaire. Donc il s'agit donc là, il s'agit de rapports entre États. Et s'il s'avérait que ces informations soient fondées, la France sera vraiment en mauvaise posture par rapport à ça, surtout que la France est un pays, encore une fois, qui s'inscrit dans la lutte internationale contre le terrorisme. Bon, maintenant, est-ce que c'est de la surenchère politique? Est-ce que vous m'entendez, Vanessa? Je vous entends très bien. Nous vous entendons parfaitement, Terforce Men. Allez-y. Très bien. Donc, maintenant, est-ce que le Mali dispose d'éléments vraiment probants pour, si vous voulez, brandir ce genre d'accusation et faire valoir, donc, si vous voulez, cette accusation de manière on va dire ferme,
si c'est le cas, la France sera vraiment dans une position, dans une posture vraiment donc intenable pour un pays qui si vous voulez, brandit les valeurs de la démocratie, qui brandit les valeurs justement si vous voulez, des valeurs universelles et des droits de l'homme, et que du jour au lendemain, ce pays se trouve accusé d'accusations aussi graves. C'est quand même la fin des haricots. Et c'est ça le problème, c'est que partout dans le monde arabe, par exemple, on brandit ce genre de discours et on accuse tantôt les Américains, tantôt les Anglais, tantôt les Français de complicité avec le terrorisme. On a vu même que des anciens même de la CIA qui avaient parlé de proximité avec les services secrets américains et le Daesh. Et ça a été d'ailleurs soulevé par des experts américains qui avaient parlé si vous voulez, de la base de l'anglais qui avait donc pour objectif de former les dirigeants du Daesh. Bon, maintenant, est-ce que ça s'inscrit dans une politique globale qui fait que les pays qui sont concernés par le terrorisme, notamment donc, le Mali ou l'Irak ou la Syrie, qui a priori en veulent à ces pays-là parce que quand ils sont dans ces zones géographiques, il est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, parce que là où les Occidentaux se trouvent, il y a quand même des foyers de terrorisme, et c'est ça qui fait que les pays justement touchés par ce phénomène accusent ces pays, mais sans pour autant amener les preuves, on va dire, tangibles, pour pouvoir justement tenir ce genre d'accusation. À vous, Père Fousmen, merci pour cette analyse. On a enfin pu vous écouter correctement. Alors, je vais tenter de retourner vers vous, Linda Larbaoui. Linda Larbaoui, alors, les autorités maliennes ont pris acte vendredi du retrait militaire français, tout en affirmant, et c'est là justement, c'est ce que je tiens à souligner, tout en affirmant que la France était responsable de la situation dans le pays en proie au djihadisme et à la violence, et que la situation serait donc désormais meilleure sans la France. Alors, ce que j'aimerais que vous tentiez de nous expliquer, Linda Larbaoui, c'est justement cette assurance-là que semble démontrer le Mali aujourd'hui, ou du moins le gouvernement de la transition, parce que cette même assurance semblait s'installer lorsque la France, au départ, était aux côtés, ou venait aux côtés du Mali pour dire, écoutez bien, nous allons vous aider à lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut garantir justement que cette fois-ci, la sécurité y régnera pour de bon, pourquoi pas, sans la France? Je vais essayer. Lina Larbaoui, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Je l'ai activé. Allez-y à présent. C'est Afrique Média qui m'a appelé, donc je suis bien branchée. Ce que je peux vous répondre par rapport au dossier malien, c'est que ils ont des preuves, mais sûrement que ça va passer en douce. Il va y avoir des négociations, des véritables négociations pour ne pas faire éclater tout ça. Et c'est un joker dans les mains du gouvernement malien et du peuple malien. Il y a il y a eu des choses qui sont arrivées dans le Sahel. Et si surtout le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de transition dont personne n'en veut. Quand je dis personne, je parle des puissances comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Ils en veulent pas. Donc, s'ils disent qu'ils ont des preuves, ils les ont réellement. Quand on voit les déclarations françaises, apparemment, il y a 40% du territoire qui est occupé par des terroristes, tout ça. Mais la situation, c'est vrai que le Mali vit des événements dramatiques, mais c'est pas aussi catastrophique qu'on nous l'annonçait par les médias mensonges. Ce n'est pas aussi catastrophique. Donc, il y a des mensonges déjà par rapport à tout ce que nous avons entendu de la part des déclarations venant de la France, que ce soit les militaires ou les civils. Et donc, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que la France avait négocié pour relâcher les 200 terroristes. Par l'ONU,
on ne doit pas négocier avec les terroristes. On négocie pas. On donne pas ce qu'on appelle la dia. On donne pas la fidia. On donne pas ça. Pourquoi? Parce que ça alimente justement les groupes et ça leur permet de s'approvisionner en armes, en carburant, tout ça. Et la France l'a fait. On s'est retrouvé avec 200 terroristes relâchés. Quand on parle du terrorisme, il y a le terrorisme avant le 11 septembre 2001, où l'Algérie a subi vraiment, et puis quand on parlait, on nous disait c'est l'armée qui tue, et personne ne voulait entendre parler de ce phénomène. Mais il y a l'après 11 septembre 2001. C'est important de le signaler. Le Mali a la chance aujourd'hui que il y a des dossiers qui ont été faits, qu'il y a l'ONU possède pas mal d'éléments sur ce qui se passe. On a des déclarations aussi, par exemple, quand Hillary Clinton nous a dit que Al-Qaïda c'est eux, quand le Laurent Fabius nous a dit Jaish al-Nusra a fait du beau travail. Donc tout ça c'est des groupes terroristes. Et puis là nous avons des officiels de pays qui ont le droit du veto carrément, qui sortent et qui nous parlent de tout ça. Donc si eux-mêmes reconnaissent dans ces déclarations qu'il y a des négociations, comment on a pu transporter des groupes de la Libye pour aller en Syrie? C'est bien la Turquie qui s'en est chargée. La Turquie c'est un pays de l'OTAN et la Turquie c'est un pays qui a l'ONU aussi. Donc il y a plein, tout ça, ça donne, nous avons les gens qui ont été arrêtés, même les gens qui ont été liquidés par l'armée malienne, ils ont des téléphones, par les téléphones on peut remonter à beaucoup de choses. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui, surtout les terroristes. Ils fonctionnent beaucoup par réseaux sociaux et ils communiquent aussi. Donc il y a des éléments, et ces éléments-là, si on dit que c'est irréfutable, c'est que le gouvernement malien sait de quoi il s'agit, mais ça peut être un joker dans ce cas. D'accord, merci beaucoup à vous, Linda Labary, pour toutes ces explications. Alors, je reviens à nouveau vers vous, Bruno Druski, pour parler d'autres pays, justement, ou d'autres réactions concernant ces affaires, ces accusations entre le Mali et la France. C'est que le gouvernement allemand, vous le savez, a fait état mercredi dernier de la présence présumée des forces russes en uniforme dans la ville malienne de Gao, juste après le départ lundi des derniers soldats français de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Alors la Russie n'a pas encore commenté cela. Bruno Druski, qu'est-ce que vous en pensez? Comment comprendre justement cette sortie de Berlin? Bruno Druski, est-ce que vous pouvez activer votre micro? On ne vous entend pas, on n'a pas votre tour. Oui, d'accord, très bien. Merci. Oui, nous savons évidemment quel est l'état des relations entre les pays occidentaux, donc l'Allemagne et la Russie, et donc il faut replacer les choses dans ce contexte-là. On sait très bien aussi que la Russie, depuis un certain temps, a une action jugée positivement en Afrique, non seulement au Mali, mais un peu plus tôt en République centrafricaine, et que la guerre actuelle en Ukraine est aussi vue à l'échelle du monde, si on sort de l'Europe, elle est aussi vue comme une guerre où c'est l'occasion de faire basculer les règles générales de rapports internationaux. Donc évidemment, dans ce contexte-là, beaucoup de pays qui jusqu'à présent souffraient de leur tête-à-tête avec les pays occidentaux, donc en l'occurrence le Mali et la France par exemple, ont trouvé un espèce de bol d'oxygène avec l'émergence de puissances autres que les puissances occidentales, la Russie, la Chine, mais aussi d'autres, l'Iran, la Turquie,
voire maintenant on parle de l'Algérie, du Brésil, de l'Inde. Toute cette situation ouvre des portes et donc il serait absolument étonnant qu'un pays comme le Mali, qui est à bout de souffle du point de vue sécuritaire, aussi du point de vue économique, ne cherche pas à multiplier les accords de partenariat, donc partenariat aussi dans le domaine de la sécurité, pour restaurer son existence en tant qu'État véritablement souverain, jouant sur le jeu international qui s'est ouvert. Bon, on sait alors donc évidemment que la Russie est présente en Afrique depuis déjà plusieurs années. Ça ne date pas du départ des forces Barkhane du Mali. Bien sûr que la coopération militaire russo-malienne était en route avant le départ des troupes françaises. Ce qui change évidemment, c'est le fait que aujourd'hui les seules coopération militaire réelle entre le Mali et l'étranger se fasse avec la Russie, mais c'est la conséquence des erreurs, voire plus, qui ont été commis par les pays occidentaux, et en particulier, évidemment, par la France, dans ce qu'elle a trop longtemps considéré comme son précaré. On a eu la visite récemment de Macron dans différents pays africains, qui a été une catastrophe pour la France. On a vu comment il a été accueilli dans différents pays, avec ce donneur de leçons que les Africains ne supportent tout simplement plus. La chose qui a changé, c'est qu'ils sont en état de trouver des partenariats qui leur permettent de dire tout haut ce que jusqu'à présent ils n'étaient pas forcément en état de dire. D'où la colère évidemment des pays occidentaux et en particulier de la France. Et donc bien sûr on va sans doute assister à un réaménagement des relations internationales et effectivement des discussions en coulisses, des discussions secrètes. Le Mali menace de présenter son dossier à l'ONU. Peut-être ne le présentera-t-il pas, mais il a sans doute des arguments forts pour renverser le rapport de force. Beaucoup à vous, Bruno Drosky, merci pour ces explications. J'aimerais tout de même rester sur cette réaction de Berlin avec vous, Lina Larbaoui, une fois de plus, avant de retourner vers Terre Force. Mais alors, Lina Larbaoui, il faut noter justement que concernant cette sortie de Berlin, Berlin demande des réponses parce que on sait que Gao abrite notamment aussi un contingent de soldats allemands non loin de l'ancienne base occupée par les Français. Donc, une présence russe, en effet, dans cette zone pourrait modifier l'environnement de la mission. Est-ce que, justement, vous pensez que cela participe justement du regard ou du mauvais œil, justement, qu'a l'Occident sur cette présence russe aujourd'hui au Mali, ou ce rapprochement entre la Russie et le Mali? Lina Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Linda Larbaoui? Quelques petits soucis de connexion avec vous, Linda Larbaoui. Malheureusement, j'aimerais pourtant avoir des réponses sur cette sortie. Du gouvernement allemand concernant la présence qui pointe du doigt la présence russe au Mali. Alors, j'aimerais tenter avec vous, Gamal Abina, une fois de plus, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur cette sortie du gouvernement de Berlin, justement, qui pointe du doigt la présence russe au Mali? Et on sait, je le disais tout à l'heure, on sait que Gao abrite notamment un contingent de soldats allemands non loin de l'ancienne base française. Est-ce que c'est cela qui participe justement ou alors qui a provoqué cette réaction? Parce que on sait également qu'une présence russe dans cette zone-là modifierait l'environnement de la mission. C'est simplement parce qu'effectivement les Allemands qui ont un petit contingent dans la région et qui font partie de ces fameux effectifs Berkane qui avaient été déployés, enfin Takuba, Berkane, il y a plein de noms comme ça. Les Allemands sont impliqués. Alors ils sont impliqués sur plus d'un front. Ils sont impliqués évidemment sur la question ukrainienne, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il y a une énorme tension par rapport à la Russie. Et ils ont un gouvernement très atlantiste
qui effectivement est anti-russe et suit quasiment au pas ce que les autorités américaines leur dictent. Mais surtout, ils sont très tendus parce qu'ils se rendent bien compte que le redéploiement de la Russie, qui ne s'est pas seulement, qui a commencé déjà en Afrique, qui avait commencé par la République centrafricaine, est de plus en plus fort, de plus en plus marqué. Et donc les Allemands ont tendance à vouloir critiquer la position russe, parler d'organisations comme Wagner, qui est clairement une fabrication de l'esprit occidental, pour se positionner, pour dire que finalement, les Français sont en recul, qu'ils ne seraient pas forcément, eux, les Allemands, inintéressants qui restent dans la région. Chacun y va un peu de sa partition, mais pour faire simple, en vérité, c'est que les Allemands sont très tendus parce que la question énergétique qui va arriver en hiver va être pour eux catastrophique. Donc c'est une des raisons, évidemment, qui est liée à des questions économiques basiques, puisque l'Allemagne est une grande puissance industrielle, ce qui est une des rares dernières grandes puissances industrielles en Europe avec l'Italie. La deuxième raison, c'est que sur le plan géopolitique, les Allemands ont besoin de garantir leur approvisionnement en énergie, là encore une fois en Afrique. Et on se rend bien compte que s'ils sont bien vus au Mali, ils seront bien vus dans le reste de l'Afrique, puisqu'il y a une véritable vague comme ça qui est en train de se lever, dans une démarche anticolonialiste ou néocolonialiste. Puis surtout les Allemands qui a pas vraiment, depuis la conférence de Berlin, un passé colonial. Ils ont perdu leur colonie après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale précisément, et ont tout perdu après la Seconde. Et bien ils ont tendance à vouloir avoir une posture plus ou moins médiane. Alors malheureusement, dans cette crise ukrainienne, ils ont été trop en avant, ils ont voulu trop se positionner de façon atlantiste en l'occurrence, et ils poussent leur avantage contre les Russes. C'est une erreur historique, c'est une erreur politique, mais ça risque de leur coûter. Mais les Allemands aujourd'hui, effectivement, jouent leur batou. Après, la solidarité occidentale dont on parle, qui n'est qu'une solidarité de façade, va forcément se heurter à la réalité économique, à savoir que quand l'hiver se rapproche, la panique est en train de se généraliser. J'ai vu ce qui se passe en Suisse, par exemple, où les Suisses pensent qu'ils vont devoir quasiment réduire leur consommation de façon drastique d'énergie et d'électricité, puisqu'ils dépendent pour partie de l'approvisionnement allemand. C'est ça l'ironie sort. L'Allemagne dépend avec l'interconnexion de la Russie, et l'Allemagne arrosait la Suisse particulièrement alémanique. Et donc aujourd'hui, on est sur une position où effectivement les Allemands savent plus trop sur quel pied lancer. Ils veulent être fermes vis-à-vis des Russes, dont ils dépendent. Ils veulent montrer qu'ils sont une sorte d'alternative à la France, alors que manifestement la position reste quasiment similaire, puisqu'ils adoptent les mêmes positions que les Français par rapport à Berkane. Ils veulent montrer qu'ils sont peut-être plus tard, on ne sait pas, un point de négociation, puisque très souvent les Allemands ont essayé de se positionner comme un pays plus ou moins neutre, même si la neutralité n'existe pas dans ce monde. Et on se rend bien compte que l'Occident, ce bloc occidental qu'on nous a vendu avec tant de propagande et tant de prétention, est en train de se fissurer, parce que évidemment d'un côté Biden, bien protégé qu'il est aux États-Unis, pousse à la faute les Occidentaux, comme ils l'ont fait deux fois d'ailleurs. 14, 18, 39, 45, c'est les Américains qui étaient les grands gagnants des guerres. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Alors, les Allemands ne sont pas les imbéciles. Malheureusement, il y a à la fois le pragmatisme économique qui est là, qui s'impose, qui devient extrêmement pour eux tendu. Et l'autre aspect, il y a le dogmatisme politique qui consiste à dire qu'on doit rester dans le bloc occidental, qu'on doit être d'accord avec les positions américaines, et que finalement les Russes redeviennent des ennemis éternels des Allemands. C'est une erreur, et la question africaine n'est pas une question anodine, parce qu'effectivement tout le monde, on s'en est rendu compte, est en train de faire le pied de grue aux portes de l'Afrique. Tout le monde y envoie ses responsables. Biden y a envoyé son responsable international. Les Français y vont avec Macron, qui est d'ailleurs très très mauvais sur ce jeu. Les Allemands évidemment essaient de jouer leur va-tout. On voit bien que les Russes ont envoyé Lavrov. Enfin, tout le monde envoie toujours un représentant important de premier plan pour faire en sorte de convaincre les Africains qu'il faut choisir un camp et le bon. Alors en l'occurrence aujourd'hui, le seul camp qu'il faille choisir, c'est un camp qui est le camp du réalisme, de celui qui va gagner la guerre. Les Russes sont en train de gagner la guerre, c'est évident. Je parle pas seulement de la guerre ukrainienne, ils gagnent la guerre idéologique. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'installer tout un tas de discours anticolonialistes très très bien entendus en Afrique. Quand Poutine vous dit simplement les Occidentaux ont fait toute une liste de massacres en Afrique ou en Asie, ou particulièrement au Moyen-Orient, eh bien ça résonne dans les oreilles africaines, et effectivement les Maliens sont les premiers à voir ça une bonne oreille, parce qu'ils se rendent bien compte que d'un côté l'intervention française les a mis quasiment sous contrôle, à distance, avec une situation qui restait dégradée, et puis de l'autre côté les Russes arrivent, et c'est le branle-bas de combat, on les équipe, on les forme, on leur donne des objectifs militaires précis à atteindre, et l'objectif étant
ultime étant l'éradication de tous les mouvements terroristes et séparatistes. Donc effectivement, on a deux discours différents et les Allemands veulent se positionner, sont inquiets, voient bien que d'un côté, le dogmatisme ne va pas l'emporter devant le pragmatisme économique, puisque les hommes d'affaires allemands sont très très mécontents, parce que la société civile allemande commence à s'inquiéter de ce qui se passe. Et j'en veux pour preuve, pour prendre un pays qui est à peu près similaire à l'Allemagne, anglo-saxon, en l'occurrence l'Angleterre. Actuellement, on a une inflation à 10%, eh bien l'Angleterre est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, il y a des manifestations partout, il y a des grèves qui sont lancées, et tous les systèmes de transport en commun ont été bloqués hier pendant toute la journée. Donc ça devient vraiment un vent de panique qui est en train de s'installer. Et les autorités de ces pays demandent à leur population d'être solidaires d'un pays dont tout le monde se fout, l'Ukraine. En l'occurrence, je parle de la population, on se fiche complètement de l'Ukraine, ils ne la connaissaient même pas avant la guerre. Mais surtout, on leur demande d'être solidaires et de souffrir pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Et ça rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale, quand on demandait aux Français de se battre pour les Polonais. C'est un peu le même sentiment que ça donne. C'est pas du tout la même proportion, on n'est pas dans la même configuration, mais il n'en demeure pas moins que les populations ne peuvent pas entendre ça et ne veulent pas les entendre. Donc la solidarité va s'arrêter au niveau du porte-monnaie et l'Allemagne, effectivement, va devoir revoir sa copie à son tour et faire en sorte, avec un certain réalisme, de se dire qu'il faut peut-être discuter avec ses adversaires russes plutôt que d'accepter le diktat américain. Gabina, c'est vrai que vous avez répondu à la question que je voulais vous poser par la suite pour rebondir. Alors, Linda Larbaoui, j'aimerais revenir sur un aspect justement un peu plus important que vient d'évoquer Gamala Bina. Alors justement, si le but actuellement est de gagner la guerre idéologique, c'est-à-dire qu'il faut choisir un camp, est-ce que finalement cela ne tranche pas un tout petit peu avec la recherche permanente du monde multipolaire, à atteindre le monde multipolaire auquel on aspire actuellement? Parce que finalement, ce monde multipolaire, est-ce qu'il n'est pas celui d'avoir plusieurs partenaires? Est-ce qu'il faudrait nécessairement trancher, choisir un camp de façon définitive, ou alors avoir une idéologie, c'est-à-dire gagner une guerre idéologique, Linda Larbaoui? La guerre idéologique, nous l'avons déjà eu. Maintenant, on passe à autre chose. Et c'est plus une guerre patriotique ou nationaliste. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, allez-y. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre secrète entre les Russes et... Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Cette opération spéciale. Il a parlé de tout le passé de son pays. Il a donné quelques détails, mais il avait aussi... Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Allô Linda? Je vous entends. Voilà, est-ce que vous pouvez revoir votre connexion audio s'il vous plaît? Il y a un sifflotement en arrière-fond, un fond sonore là, et ça flotte un peu la communication. Est-ce que vous pouvez modifier quelque chose dans ce paramétrage s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça n'a... Pourtant, j'ai la 4G. Je vais changer d'appareil, je vais me brancher sur un autre téléphone. Non, allez-y voir. Lina, allez-y. Je pense que cette fois-ci, ça pourra aller. Allez-y. Oui. Donc, je disais qu'il y a déjà une haine. Et là, ce que vivent les Russes actuellement, et ce que Poutine a réussi à établir, c'est effacer carrément cette idéologie communiste bolchevique pour remplacer ça par du nationalisme. Aujourd'hui, on peut parler d'une nation russe. Et quand Poutine a parlé, il est revenu en arrière. Il est revenu jusqu'à l'empire russe. Et l'impératrice et l'empereur. Il a employé des mots très importants. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, qui c'est qui avait été puni? Eh ben, c'est la Russie, l'Union soviétique n'existait pas encore, donc les bolcheviks, quand ils ont négocié, la Russie avait été saisie de 30 milliards de dollars de l'époque, qui font 600 milliards aujourd'hui. Et dans les 30 milliards, on a donné 6 milliards aux Allemands. Et ça, les Russes ne l'ont jamais oublié. Ils ont été condamnés pour les autres. Ils ont payé pour les autres. Et Poutine a tout expliqué lors de son message. Le bolchevisme et le nazisme, l'islamisme, ils ont le même patron. C'est les mêmes qui les ont créés.
C'est ça le message qu'il voulait nous faire passer. Même la laïcité, tout a été financé par Wall Street. On peut remonter les histoires de ces 4 idéologies. C'est Wall Street, c'est les États-Unis qui ont financé tout ça. On avance dans le temps et les Russes n'ont pas arrêté de dire à l'époque l'Union soviétique, attention, on va être agressé. Eh ben, on n'a pas voulu les écouter et puis Staline est rentré en guerre avec les Allemands qui, eux, étaient agresseurs. Donc il y a tout ce passé que Poutine a voulu revoir et que les Russes ont revu. Malheureusement, Linda Larbaoui, la connexion n'est toujours pas très parfaitement établie. On va tenter de revenir vers vous, même si on va sortir de ce sujet dans quelques poussières de secondes seulement. Mais avant, j'aimerais, pour sortir, et espérant que d'ici là, votre connexion se rétablisse parfaitement, vous poser une dernière question à ce sujet, Bruno Druski. Alors, les rapports entre les autorités de Bamako et la France, qui bien sûr est l'ancienne puissance coloniale, se sont, vous le savez, brutalement envenimés ces derniers mois, en particulier depuis son rapprochement, si je puis me permettre, avec la Russie, donc poussant donc les deux pays à la rupture après près de 9 ans de présence française interrompue pour lutter contre le djihadisme. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les relations également entre le Mali et l'ONU, dont les casques bleus notamment, sont présents sur le territoire malien depuis 2013. Ces relations se sont dégradées également ces derniers mois. Alors finalement, je reviens encore à cette question que je posais tout à l'heure à Linda Larbaoui et qui me venait à l'esprit grâce à l'intervention de Gamal Abina. Est-ce que finalement, rompre ou alors rompre ces relations, pas les rompre de façon brutale, la détérioration, j'y arrive, de ces relations avec ces pays-là, est-ce que finalement ça ne porte pas un coup justement à ce monde multipolaire qu'on recherche, auquel on aspire, parce que finalement, s'il faut s'aligner à un camp, s'il faut choisir son camp de façon radicale, est-ce que finalement on ne se retrouverait pas en train de reformer un autre monde unipolaire? Bruno Druski. Est-ce que... Activez votre micro, Bruno, monsieur. Activez. Oui, vous posez une très bonne question, mais le point de départ, c'est que pour arriver au monde multipolaire, il faut déjà changer les rapports de force. Parce que nous sommes encore dans un monde unipolaire, et donc l'objectif, c'est de renforcer les puissances dites émergentes qui visent à créer ce monde multipolaire. Donc, dans cette perspective, effectivement, il faut changer les rapports de force internationaux. Et donc, on assiste à quelque chose qu'on a déjà un peu connu dans les années 50 et 60, c'est-à-dire à une espèce de réémergence de quelque chose qu'on avait connu, le mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, son objectif, comme le mot le dit lui-même, c'était d'arriver à un non-alignement. Or, le mouvement des non-alignés s'est très souvent appuyé sur ce qu'on appelait à l'époque le camp socialiste, sur l'Union soviétique, sur la Chine populaire, comme contrepoids pour justement arriver à ce non-alignement. Alors on est évidemment dans une autre configuration aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé, c'est le côté unipolaire et hégémonique du bloc occidental, de plus en plus d'ailleurs centralisé autour des États-Unis, ce qu'on voit en ce moment dans le conflit en Ukraine. Et donc, automatiquement, tous les pays qui veulent accéder à une certaine forme de souveraineté, comme le Mali, et évidemment, ce sont des pays qui sont encore très faibles, sont obligés en quelque sorte de choisir leur camp, c'est-à-dire de s'appuyer sur un contrepoids, et l'objectif du monde multipolaire est toujours en cours. D'ailleurs, la Russie ou la Chine sont les promoteurs de la multipolarité, mais on comprend bien que pour arriver à la multipolarité, il faut d'abord que l'unipolarité cède d'une partie de son hégémonie. Et c'est donc ce qui explique cette alliance, si je peux dire, qui est objective entre toutes
tous les pays, tous les mouvements, parce que c'est pas uniquement les pays, ça peut être des mouvements, ça peut être le mouvement palestinien, ça peut être les mouvements pour l'indépendance du Liban, ça peut être donc parfois des États, parfois des mouvements qui cherchent à ce que leur pays acquiert une marge de manœuvre. Automatiquement, ils sont tentés de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'axe sino-russe, qui représente pour le moment le contrepoids permettant d'espérer d'ouvrir la voie vers la multipolarité. Bruno Drosky, merci pour toutes ces explications. Alors, on va sortir de ce sujet avec vous, Linda Larbaoui. J'espère de tout cœur que nous pourrions vous entendre de façon fluide cette fois-ci. Alors, Linda Larbaoui, les autorités maliennes se sont depuis peu tournées vers la Russie, renforcer leur coopération beaucoup plus au plan militaire. Le ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Camara, s'est rendu la semaine dernière en Russie, où il était encore vendredi. Le communiqué de vendredi n'a certes fait aucune mention de cette alliance, mais le gouvernement se dit prêt, et c'est ce que je tiens à souligner, le gouvernement malien se dit donc prêt à coopérer avec tous les États du monde contre le terrorisme, à la seule condition, justement, que soit respectée la souveraineté et les intérêts nationaux. Alors, Linda Larbaoui, vous allez certainement revenir sur les précédentes questions que je vous posais également, et même à vos copanélistes sur ces accusations portées par le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU contre la France. Mais également, j'aimerais que nous sortions avec celle-ci. Selon vous, quels sont réellement les autres pays avec lesquels le Mali pourrait coopérer pour les intérêts nationaux, comme l'évoque ce communiqué, en dehors de la Russie et de la Chine? Linda Larbaoui, malheureusement, n'a pas pu se connecter. Alors, je souhaite rapidement que les deux copanélistes connectés puissent justement apporter des éléments de réponse à cette question-là, avant qu'on ne passe à notre seconde thématique. Alors, je commence par vous, Gamal Abina. Justement, sur ce monde multipolaire, on ressort par là également les autres pays, justement, parce que Bruno Drosky tout à l'heure a évoqué justement la coopération sino-russe, ou alors l'alliance, justement, ou le soutien que la Chine et la Russie pourraient notamment apporter à plusieurs pays en Afrique, à de nombreux pays, notamment dans le cas d'espèce au Mali. Mais en dehors de ces pays-là, quels sont selon vous les autres pays du monde, justement, qui aspirent également à ce monde multipolaire, les autres pays donc qui pourraient véritablement aider le Mali dans cette guerre contre le djihadisme en premier, mais également à préserver ses intérêts nationaux? Il y a plusieurs éléments. D'abord, pour commencer, ce monde multipolaire est déjà un fait indiscutable depuis le 24 février, puisqu'il a fallu une fracture violente entre l'Europe occidentale qui poussait son avantage avec l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, qui provoquait les Russes depuis très longtemps, qui ne les ont pas pris au sérieux. Ils ont vraiment imaginé que les Russes étaient des enfants de cœur. Alors, ils n'ont pas vu que les Russes se redéployaient dans le sud de la Russie, qu'ils sécurisaient leurs frontières jusqu'à intervenir sur l'ex-bloc soviétique, donc l'ex-Europe centrale. L'Ukraine étant quasiment, presque historiquement, une partie intégrante de la Russie, les Russes ont prévenu pendant 8 années qu'il fallait en finir avec la présence de l'OTAN sur ces frontières, qui est installée d'ailleurs du nord au sud, d'est en ouest quasiment. Et donc, ils ont décidé d'intervenir violemment. Alors, on voit bien qu'une guerre qui se déclenche, c'est jamais un plaisir, mais il n'en demeure pas moins que cette intervention a conduit à une fracture dans le monde et une fracture idéologique. D'un côté, les bien-pensants occidentaux qui prétendent exporter leur modèle de démocratie par les bombes, ils l'ont montré pendant 30 ans, avec la figure de proue des États-Unis qui est devenue vraiment la figure tutélaire de l'injustice pour le Sud, puisque la plupart des victimes des États-Unis, on se souvient de l'Irak, de la Libye, de la Somalie, de la Syrie, enfin bon, on peut multiplier les pays qui ont été victimes de la barbarie américaine. Et de l'autre côté, les Russes qui sont restés quand même, après la chute de l'Union soviétique, plutôt sur la réserve. On l'a bien vu en 91 avec la guerre d'Irak, où les Russes ne sont pas intervenus, n'ont rien fait, n'ont même pas pu se positionner. On l'a vu en 2003 encore à nouveau avec la guerre d'Irak bis, la nouvelle guerre d'invasion cette fois-ci, et puis on l'a vu en 2011 avec les printemps arabes et surtout avec l'assassinat de Kadhafi. Et là, ils ont poussé les Russes dans leur retranchement parce qu'au bout d'un moment, on voit bien que l'hégémonie américaine et puis cette façon de faire la guerre à tout le monde tout le temps pour prendre leur richesse est commencé à être grossière. Donc effectivement, pour répondre à votre question, depuis le mois de février, il y a eu un basculement du monde, littéralement
un véritable tremblement de terre idéologique où on n'est plus dans une position où on se dit d'un côté le bien, le mal, ce côté manichéen est ridicule, d'un côté la démocratie et la dictature. Non, on est parti sur un monde où effectivement des richesses sont de quantité finie, il n'y a pas beaucoup de richesses finalement parce qu'on est avec une crise énergétique là. À peine une réduction de la production énergétique russe, et ben le monde est quasiment devenu en panne avec l'explosion du cours du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, eh bien, on voit bien que ce monde change. Et pour ce qui concerne les Maliens, c'est un avantage parce que les Russes font le travail sur le plan militaire. Ils ont une expertise de longue date. Hein. Ils n'ont pas là-dessus à prendre de leçons de qui que ce soit. C'est la première armée au monde. Et les Chinois ont une expertise à la fois militaire, ça commence à se voir, mais surtout une expertise économique. C'est devenu l'atelier du monde, c'est devenu le fabricant du monde, c'est devenu vraiment le pays le plus proactif en matière de création de richesses. Et les Chinois, qui sont déjà très installés en Éthiopie, vont certainement profiter de l'avantage que les Russes leur offrent, avec cette coopération qui est clairement établie, pour faire en sorte de se positionner économiquement dans la région, dans les ex-régions coloniales françaises. La Centrafrique étant une des deux parties les plus importantes des ex-colonies françaises, dans cette zone CFA qui sera pas longtemps une zone CFA, puisqu'évidemment, une fois que l'économie s'installe, eh bien, on revoit la copie en matière de souveraineté monétaire. Mais il n'en demeure pas moins que on a un redéploiement des Russes, des Chinois, mais pas seulement. Même les Indiens, qui étaient quand même plutôt les plus pro-américains, avec Manmohan Singh, qui était quand même un extrémiste, même eux ont rallié le camp russe, ce qui est extraordinaire à la faveur de ce qui s'est passé. Il faut une alliance comme ça avec l'ASEAN qui commence à être de plus en plus solide. Il y a tout un tas de groupements économiques qui sont en train de se lier. Même un extrémiste de droite comme Bolsonaro a rallié le camp russe, qui est complètement inattendu. Je veux dire qu'un homme d'extrême droite vienne se rapprocher de la Russie, qui traditionnellement était plutôt antifasciste, hein, donc c'est très surprenant. Je dis pas évidemment que ce sont des fascistes qui sont au pouvoir au Brésil, mais c'est quand même du conservatisme violent. Et bien même cet homme a fait ce pas vers la Russie, et pire encore, on se rend compte que même les Turcs, qui sont quand même membres de l'OTAN, donc c'est pas les derniers, eh bien ils jouent le double jeu avec l'OTAN, puisqu'ils font des accords avec les Russes, ils sont en train de se ménager la chèvre et le chou, et la dernière alliance qui a eu lieu, une alliance évidemment de circonstances, ce ne sont pas des amis, nous le savons très bien, entre les Russes, les Iraniens qui détestaient profondément les Russes, c'est le fondement de la révolution islamique, et puis les Turcs, eh bien ces trois grandes puissances régionales et mondiales se sont réunies à Téhéran pour dire que le monde va changer, et le monde change très vite. Ceux qui n'ont pas compris le changement du monde, qui refusent de le comprendre, qui sont dans le déni, ce sont les Occidentaux. Et la question malienne est un nœud littéralement gordien, puisque la question malienne, c'est quoi? C'est un pays d'Afrique qui est sous-développé volontairement. Il pouvait être développé, il y a des grandes richesses au Mali, mais on l'a laissé sous cap, tout en exploitant toujours les richesses minimum. Eh bien, les Maliens, qui sont c'est quand même un grand pays africain, c'est pas une petite surface, on se rend pas compte, mais c'est des pays immenses par rapport à la France, en termes de superficie. Eh bien, les Maliens, sont devenus un enjeu géopolitique considérable, parce que qui tient le Mali? Effectivement, tient la région du Sahel, et le principe du Mali, c'est que ça risque de faire effet domino. On se rend bien compte que beaucoup de pays commencent à regarder les Russes avec un autre œil. Il n'y a plus le côté, condescendant, méprisant, ou de prendre les Russes pour de vulgaires bolcheviques, mais effectivement, une alternance à ce monde unipolaire imposé par l'Amérique. C'est devenu un monde multipolaire. Alors quand on dit multipolaire, on parle des BRICS, dont l'Algérie d'ailleurs veut devenir membre, mais on parlait surtout, et c'est le plus important, de l'idée qu'il n'y a plus d'hégémonie militaire américaine et de ce danger permanent qu'on avait appelé, soi-disant, la fin de la guerre froide, mais qui était en réalité une paix chaude, une paix guerrière que les Américains ont imposée. Eh bien, les Maliens sont devenus un enjeu géostratégique important, parce que si le Mali remporte la mise et que les Russes démontrent que leur capacités opérationnelles sont en mesure de liquider un point terroriste qu'ils ont liquidé d'ailleurs du côté de la République centrafricaine, puisque c'était réglé en 6 mois, il est même très fortement probable que sur 2 théâtres d'opération où les Russes emporteraient la victoire, eh bien l'Occident serait décrédibilisé de façon définitive. La tendance occidentale, c'est de faire croire qu'ils planifiaient tout, qu'ils comprenaient tout, qu'ils étaient capables de tout coordonner comme de grands joueurs d'échecs, mais ils n'ont pas vu ce coup venir et ils ont toujours refusé l'idée que les Russes pouvaient revenir. Et pour prendre un exemple très symptomatique, pour sortir de cette espèce d'arrogance ridicule, très raciste en demeurant, parce que quand un occidental est arrogant, il y a un sous-jacent raciste de se dire nous sommes supérieurs racialement, intellectuellement, technologiquement. Eh bien, on prend l'exemple de Bruno Le Maire, qui était absolument ridicule, j'utilise le terme à dessein, qui a osé dire une phrase, une bêtise, mais abyssale, et c'est là on se demande s'il a fait des études. Nous allons détruire l'économie russe. Bruno Le Maire qui disait ça il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il est en train de supplier les Français de peut-être revoir leur copie parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire face, parce que peut-être qu'il va falloir commencer à faire des restrictions. Bref, l'économie qui est en train de souffrir, c'est pas les Russes, 167 milliards d'excédents commerciaux, c'est l'économie occidentale dans son entier, et les pays les plus riches comme par exemple la Suisse souffrent actuellement de la peur
on n'est pas encore dans la réalité, mais de la peur de l'hiver qui arrive. Donc aujourd'hui, vraiment, l'ogre russe fait peur à tout le monde, et le redéploiement des Russes est en train, par rapport à la question malienne, de devenir un véritable enjeu, puisque le Mali sera effectivement un signal très fort pour le reste de l'Afrique, de se dire, est-ce que vous êtes, en gros, qui n'est pas avec nous et contre nous? C'est ce qui va se passer. Et la puissance russe, militaire et chinoise économique, ces combinaisons de deux puissances, avec l'apport d'autres pays qui vont intervenir, avec le concours de l'Algérie, qui est une sorte de plateforme un petit peu de la Russie dans la région, puisqu'ils vont faire des manœuvres militaires entre les Russes et les Algériens, tout cela conduit à penser qu'effectivement, le monde est en train de changer, mais il change très très vite. Il change tellement vite que l'Occident n'a toujours pas compris ce qui se passait. Aujourd'hui, l'homme qui est KO debout, le grand malade dans le monde, on parlait à l'époque des Russes comme étant le malade de l'Europe, le grand malade dans le monde aujourd'hui, c'est les États-Unis et l'Occident qui les suit malheureusement sans trop réfléchir. Donc c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que devient l'Occident aujourd'hui? Plus grand-chose, il est en recul parce que évidemment les empires reculent toujours. Qu'est-ce que redevient la Russie et la Chine avec une alliance qui n'a jamais existé, la première puissance économique et militaire mondiale? Merci à vous, Gamal Abina, pour toutes ces explications. Linda Larbaoui, je suis très ravie de savoir que vous êtes toujours avec nous. Alors on va sortir de ce sujet concernant le Mali, justement, en revenant sur la réaction de Paris, parce que au lendemain donc de ces accusations, l'ambassade française à Bamako a répondu en disant, justement, a démenti, en tout cas formellement démenti toutes des accusations de Bamako, d'après lesquelles Paris fournissait des armes donc et des renseignements aux terroristes. L'ambassade a déclaré, je cite, la France n'a évidemment jamais soutenu ces groupes terroristes, en revenant bien sûr sur ces 9 années dont sa lutte contre le terrorisme dans ce pays. D'après le communiqué sur Twitter, la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 pour lutter contre le terrorisme, et plus important, à la demande des autorités maliennes. Alors Linda Larbaoui, on va sortir de ce sujet avec vous sur cette conclusion-là. Il faut noter justement, malgré tout, malgré les accusations qui sont portées aujourd'hui, malgré la relation plutôt tendue désormais entre la France et le Mali, que tout a été fait dès le départ à la demande des autorités maliennes tout de même, Linda Larbaoui. Linda, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Je reviens. Allez-y. Voilà. Oui. J'ai pas écouté la fin de votre question par rapport à la France. Les déclarations de la France, c'est ça? Oui, la France a formellement démenti. Je disais que la France a formellement démenti les accusations du Mali portées devant le Conseil de sécurité, en rappelant tout simplement que la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 pour lutter contre les groupes terroristes à la demande des autorités maliennes. Donc je disais que il faut noter tout de même que la présence française aux côtés du Mali ou de l'armée malienne depuis 2013 a été faite à la demande des autorités maliennes. Donc est-ce que cela quelque part ne met pas un peu de l'eau dans du vin, ou alors concernant ces accusations qui ont été portées contre la France? Ce qui est sûr et ce qui a été confirmé non seulement par les Maliens mais par d'autres pays, c'est que la demande a été faite, c'était juste un courrier, une lettre écrite, faite par un président qui était là illégitimement. C'est quand même quelqu'un qui avait fait un coup d'État. La présence de la France à partir de 2012 en Afrique, ce n'était qu'un redéploiement. Voilà. Et il y avait Serval, et juste après, je reviens sur cette histoire, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'affaire Ennamenas. Au départ, c'était l'Algérie qui était ciblée après la Libye. C'est ça qui était... Et comme les Algériens n'ont pas accepté qu'une autre force intervienne, cette opération, nous avons eu accès à quelques communications que les terroristes avaient passées par un certain journaliste qui s'appelle Saïd Bousdiera, qui est basé à Londres. Il avait eu une partie des communications, donc il les a mis sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne. On sait très bien ce qui s'est passé. Et apparemment, il y a même du champagne qui avait été bu, ouvert et bu, dans l'ambassade de France au Mali. Et là, je vous donne des choses qui ont été vérifiées, mais confirmées aussi par les Algériens. Ce n'est pas faux ce que je vous dis, ça a été confirmé. Donc il y a eu tout ça, et puis après, qui c'est qui a payé l'addition? C'est le Mali. Il fallait que la France revienne dans le Sahel.
On parle actuellement beaucoup des manœuvres qui vont se passer dans le colon Béchar. Il faut savoir, j'en ai parlé, je reparle encore parce que ce point est très important. La France a développé ses missiles à Amaguir. J'étais la première, ça fait 6 mois que j'en parle. Avant que on décide de faire les manœuvres, je me suis douté, quand on a annoncé qu'il y avait des manœuvres avec les Russes, je me suis douté que c'était là-bas. La France a toujours voulu récupérer cette zone. Elle est sortie de là-bas en 67. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La guerre des Sables, quand elle a eu lieu, eh ben, c'était c'est une station spatiale. Ce n'est pas une caserne. C'est une station spatiale où on peut développer beaucoup de choses. Et actuellement, on parle aussi dans les coulisses, on parle du développement de tout ce qui est aérospatial entre l'Algérie et la Russie. Tout ça dérange. Sans oublier que le Sahel, c'est très très riche. Et celui qui domine le Sahel domine l'Afrique. Si on domine le Sahel, donc on a toutes les tribus à portée de la main et on peut gérer toute l'Afrique. Tout ça est important. Donc comme ils n'ont pas pu rentrer en Algérie, ils sont rentrés au Mali. Ils sont rentrés parce que ils sont rentrés via Serval pour que ça se transforme en Barkhane pour y rester. Ce n'était pas pour repartir. Ils ont ramené du matériel, mais d'un autre monde, tout ce qu'ils ont ramené. Au départ, il était convenu justement par les accords qu'il y a eu, c'était juste pour sécuriser le ciel et puis et qu'a fait l'armée française? On s'est retrouvé avec plus de 5000 soldats. C'est une occupation, tout ça. Ce n'est plus une intervention militaire, c'est une occupation. Et au lieu d'aider l'armée malienne à rester devant et les Français derrière, ils ont fait tout l'inverse. Ils sont passés devant et ils ont carrément évincé l'armée malienne. On parle de matériel pour l'armement pour l'armée malienne, mais plus important que les armes, il y a les munitions, il y a aussi les équipements et il y a aussi la transmission. On parle jamais de transmission. Si vous n'avez pas dans un corps militaire la transmission, eh ben vous n'avez rien du tout. C'est ça qui fait la force d'une armée. Et tout ça, la France ne l'a pas fourni au Mali et c'est elle qui est passée devant. À partir de ce moment-là, elle est devenue une force d'occupation. C'est pas moi qui dis tout ça, c'est les règles internationales qui le disent. Donc, les Français, ils peuvent démentir ce qu'ils veulent. Moi, je sais une chose, je suis la trace de tout ce qui est problème terroriste depuis les années 80, parce qu'en Algérie, le premier acte terroriste, c'était en 1982, où il y a un groupe de terroristes qui a volé 166 kilos de TNT, et c'est ça qui a servi après à faire tout ce qui s'est passé dans les villes algériennes. Moi-même, en 1985, j'étais dans le parc zoologique, peut-être qu'il y a 2 Algériens avec moi, peut-être qu'ils connaissent. On a eu ce qu'on appelle, j'étais avec mes copines, on sortait du lycée, on voulait se balader un peu. Il y a une équipe de ceux qu'on a appelés après les Afghans, qui nous sont tombés dessus avec des machettes en 1985. Donc tout ça, après, on apprend que le FIDA, justement, la majorité se sont réfugiés en France, et le FIDA qui s'est transformé en GIA, le Front islamique du djihad armé, avait carrément son journal qui était en vente dans les kiosques français, et c'était une aide que Mitterrand leur a apportée. Donc quand on suit la trace de tout ça, la filière de Roubaix, il y a un certain journaliste Hichem Aboud qui vit tranquillement en France, il était même réfugié politique parce que l'Algérie le réclamait. Et il vit tranquillement. Il a avec l'argent qu'il a gagné grâce au terrorisme, il a monté une SCI, une société immobilière dans le nord de la France, et c'est avec ça qu'il vit aujourd'hui. Donc quand on abrite des terroristes, quand on ne veut pas donner des terroristes qui sont condamnés par d'autres pays, on ne peut pas dire on n'a rien à voir avec tout ça, ce n'est pas possible. Il y a Mourad Tehina, membre fondateur j'en parle souvent de cet homme-là, et c'est cet homme-là
là avec ses amis qui ont détruit la Libye. Comment des membres du FIDA, du Front islamique, du djihad armé se sont retrouvés dans un avion avec BHL et à Benghazi. Donc si la France veut nous donner ses réponses, on veut bien lui dire qu'elle n'a rien à voir. Elle veut même des gens qui sont condamnés par la Syrie, par l'Algérie, elle ne veut pas les remettre à leur pays ou au pays qui les ont condamnés. Donc on peut nous chanter tout ce qu'on veut. Moi je sais d'où vient le terrorisme et je sais qui l'a financé. Parce qu'au départ, on les a aidés à monter en Algérie. C'est ça qui a gangréné toute l'Afrique. Après, il y a Mitterrand qui sort et qui dit « Je veux pas de barbu à El Mouradia ». Donc, il faut qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui sont victimes de tout ça. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. En Allemagne, on en parlait tout à l'heure. En Allemagne, il y a 500 Daeshis originaires du Maroc qui ont pris des identités syriennes et qui ont eu l'asile politique et qui vivent tranquilles. C'est pas moi qui le dis. Ça, vous allez sur Internet, il y a le site d'un groupe de Syriens, Irakiens. Ils sont appelés les chasseurs de Daesh et ils identifient les gens. Alors l'Allemagne ne veut pas les remettre. Les autorités allemandes savent que c'est des fausses identités, que c'est des Daeshis. Donc quand on couvre toute cette pègre, on peut pas dire on n'a rien à voir, ce n'est pas possible. Et l'histoire du terrorisme, quand on a mis Hassan el-Banna à la tête des frères terroristes, pas les frères islamistes, et vous savez ce qu'il dit quand on lui a dit tu trahis ton pays, il a répondu c'est quoi un pays? C'est une poignée de terre. Voilà ce qu'il a répondu Hassan el-Banna. On s'en est servi pour casser les Anglais dans le canal, côté canal de dans la péninsule arabique, on s'en est servi en Algérie, on s'en est servi en Tunisie. Actuellement, ils ont vécu une décennie noire avec cette bande de terroristes qui étaient au pouvoir, et ça continue. Et puis ils vont se réfugier en Europe. Ils sont tous réfugiés en Europe, tous les grands. Comment Nouaimi, c'est l'un des grands pontes et des plus grands ceux qui financent le terrorisme, il est actionnaire dans Paris Saint-Germain. Un Nouaimi, n'importe qui peut chercher Nouaimi sur Internet, il va voir qui c'est. Donc quand on vend un club comme Paris Saint-Germain à un terroriste ou quelqu'un qui finance du terrorisme, on peut pas dire on n'a rien à voir dans tout ça, madame. Se poursuit, vous l'aurez donc compris, mesdames, messieurs. On passe en transition à notre seconde thématique de ce jour sur la géopolitique internationale. De nombreux analystes étrangers voient d'un mauvais œil les relations, ou du moins le rapprochement entre la Russie et la Turquie. Il caricature d'ailleurs en disant que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan sont désormais devenus de vrais copains. On en parle donc avec vous. Et je vais commencer avec vous sur cette question, Bruno Drosky. Les relations économiques russo-turques notamment, on le sait en général, s'articulent autour de 3 axes majeurs, les échanges commerciaux, le secteur énergétique et le tourisme. L'achat d'ailleurs des S-400 par la Turquie a par ailleurs initié un rapprochement militaire et stratégique tout à fait notable entre ces deux puissances-là. Alors pourquoi c'est seulement maintenant, selon vous, que ce rapprochement fait davantage couler beaucoup d'encre et de salive, ou alors n'est pas du tout vu d'un bon œil par certains pays? La Turquie, depuis longtemps, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la carte. La Turquie est placée stratégiquement entre ce qu'on pourrait appeler l'Est et l'Ouest, un peu rapide, je dirais, son intérêt géopolitique, c'est évidemment de jouer sur cette position absolument stratégique en ayant le maximum de partenaires à l'Est et à l'Ouest. Ça, ce serait évidemment la situation idéale pour la Turquie. Il est clair que jusqu'à récemment, la Turquie était insérée dans les réseaux occidentaux, en particulier, bien sûr, elle est toujours membre de l'OTAN, sauf que aujourd'hui,
les rapports internationaux sont en train de basculer. La guerre en Ukraine a accéléré, évidemment, de façon très nette ce processus à l'échelle mondiale. Hein. C'est pas uniquement une guerre locale, la guerre ukraino-russe. C'est même pas une guerre uniquement entre l'OTAN et la Russie. C'est carrément une guerre qui modifie l'ensemble des rapports mondiaux. Ce qu'on a vu tout à l'heure, Gamal Abina rappelait l'Inde, le Brésil, l'Iran et l'ASEAN, etc. Donc c'est évidemment très important. Et dans ce jeu-là, dans cette situation-là, il serait étonnant que la Turquie, donc évidemment sous la présidence d'Erdogan, ne profite pas de cette situation pour participer à ce rééquilibrage des relations. Elle est quand même un pays relativement puissant, avec un potentiel incontestable. Donc bien sûr qu'elle a tout intérêt à jouer la multipolarité beaucoup plus que l'unipolarité. Alors je ne pense pas que Erdogan, bon, en politique, le copinage et l'amitié, ça n'existe pas vraiment entre les chefs d'État. En général, les États ont des intérêts beaucoup plus que des amitiés ou des sentiments. Il est donc clair que présenter Erdogan comme le copain de Poutine, ça c'est bon pour Paris Max, mais globalement c'est pas comme ça que les relations internationales se développent. Les relations internationales se développent sur des questions d'intérêt. Il est clair que la Turquie aujourd'hui a intérêt à un rééquilibrage des relations internationales et que la Russie est par ailleurs un partenaire, vous l'avez dit, commercial absolument essentiel pour la Russie, pour la Turquie, pardon. Et par ailleurs, évidemment, il y a beaucoup de zones du monde où les intérêts des deux pays sont imbriqués. Je pense au Caucase, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en est la preuve. Je pense à l'Asie centrale où les deux pays sont quand même fortement engagés. Alors il y a aussi des espaces de conflictualité. La Syrie est un lieu où la politique turque et russe se heurtent très clairement, mais globalement, ces deux pays ont des intérêts communs sur beaucoup de dossiers. Donc, bien sûr, on assiste à un rapprochement. Je ne pense pas que la Turquie soit en train de basculer dans le camp russe comme on veut le présenter. Je pense tout simplement que la Turquie a tout à fait intérêt à jouer les médiateurs dans la crise ukrainienne, ce qui d'ailleurs a beaucoup fâché apparemment le président Macron récemment, qui aurait aimé jouer ce rôle, mais il a brûlé toutes ses cartouches d'homme neutre, alors que justement Erdogan peut justement jouer ce jeu entre Kiev et Moscou. Pourquoi s'en priverait-il? Il n'y a aucune raison. Donc, pour toutes ces raisons, on peut dire qu'entre Erdogan et Poutine, on a une espèce de complicité, chacun comprenant très bien quels sont les intérêts communs, chacun comprenant aussi très bien là où il peut y avoir des divergences ou là où il y a des divergences, mais si je peux dire, la Turquie et la Russie sont des voisins qui sont condamnés à s'entendre sur un certain nombre de dossiers, et puis je dirais dans l'ambiance d'irrationalisme qui a dominé la scène internationale depuis février et dont les dirigeants occidentaux sont en très grande partie responsables. Enfin, on a toutes les déclarations. Tout à l'heure, Gamal Abina parlait de Bruno Le Maire, mais enfin, on peut multiplier les déclarations des présidents, des ministres, des États-Unis, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie au cours des récents mois, et on a une liste d'absurdités absolument incohérentes qui nous saute à la figure. Et dans ce contexte-là, évidemment, on peut considérer que les chefs d'État d'autres régions du monde, donc la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine et autres pays, ont des dirigeants relativement rationnels, capables, eux, de comprendre ce qu'est la raison d'État et la logique géopolitique et leurs intérêts géopolitiques. Donc, bien sûr, dans ce contexte-là, on assiste à, disons, des convergences, je dirais pas un rapprochement, à des convergences entre Ankara et Moscou, qui sont tout à fait logiques, et qui vise à apaiser les tensions. Ni Moscou, ni évidemment Ankara ont intérêt à ce que la mer Noire devienne un foyer de tensions incontrôlées. Au contraire, il faut apaiser les choses et donc là, je dirais, les intérêts économiques vont de pair avec les intérêts géopolitiques des deux pays. Bruno Droski, merci pour ces explications. Alors, Gamal Abina, de nombreuses analyses expliquent
le rapprochement entre la Turquie et la Russie d'une part par la bonne entente personnelle entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, qui seraient tous deux, qui seraient donc tous deux de même tempérament et style politique, sauf que ce rapprochement turco-russe n'est pas sans fondement idéologique. D'ailleurs, Bruno Druski parlait à l'instant même des intérêts des relations, justement, qui ne fonctionnent pas sur la base du copinage, c'est vrai, mais surtout sur les intérêts. Cependant, est-ce qu'il n'est pas important de recontextualiser, justement, ces relations-là entre la Russie et la Turquie, surtout dans le contexte de la crise ukrainienne, Gamal Abina? Tout à fait, ce que vient de dire Bruno est très juste, il n'y a pas de rapport d'amitié dans les États, il y a des intérêts. Ces deux joueurs d'échecs que sont Erdogan et, en turc on dit Erdogan, et Poutine sont des personnes qui ont une tradition de pragmatisme très prononcée. Et j'en veux pour preuve déjà que ce sont des pays, je parle de la Russie donc et de la Turquie, qui se sont fait la guerre très souvent. Les gens ont tendance à oublier, mais il y a eu des guerres entre les Russes et les Turcs assez violentes d'ailleurs, sur la question liée au Bosphore et aux différentes mers intérieures, qui ont conduit effectivement, puisque la Turquie était aussi un empire, il faut le rappeler, comme la Russie, c'était l'Empire ottoman, qui ont conduit à des affrontements violents et qui ont conduit effectivement à une fragilisation d'un côté de la Turquie et à un renforcement de la Russie avec la création de l'Empire soviétique. Donc ces deux pays se connaissent très bien, ces deux pays partagent une histoire commune très longue, ces deux pays ont aussi un partage de culture et de géographie qui n'est pas anodin. Je parle du pan-turquisme qui est prôné par Erdogan, donc le Grand Turquie au-delà des frontières de la Turquie, pour revenir un petit peu à cette idéologie de l'époque effectivement du père fondateur de la Turquie, Atatürk, qui voulait rassembler les peuples de langue turque. Et les Turcs vont très loin jusqu'en Chine. Faut pas oublier que les Ouïghours sont des Turcs aussi, pour l'essentiel. Donc il y a vraiment un vrai rapport géopolitique très important, et géoéconomique et surtout populaire, j'allais dire, des populations qui partagent ces deux pays, qui en même temps les rapprochent. Alors j'en veux pour preuve une chose. Les Turcs sont capables de s'opposer aux Russes sur la question du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan. Ils ont soutenu de façon très puissante le président Aliyev contre les alliés turcs, contre les alliés russes, qui étaient les Arméniens, qui ont perdu la guerre dans cette région-là, mais le Rubicon n'a pas été franchi. C'est-à-dire que les Turcs ne se sont pas affrontés directement aux Russes. Ils se sont mis d'accord, ça paraît très étonnant, ils se sont mis d'accord pour dire, voilà, il y a un modus vivendi, on va s'arrêter à un seuil de défaite de l'Arménie, qui a pris donc une leçon, comme la Géorgie en son temps, et on va faire en sorte que les Russes ne se heurtent pas aux Turcs directement, et qu'il y ait une sorte d'accord tacite entre les deux pays. Et donc il y a eu un accord qui s'est fait en amont, et ceux qui ont été les dindons de la farce ont été les Arméniens. Les Turcs sont capables de s'affronter aux Russes aussi, on voit bien en Libye, parce que les Russes sont soutenus, les Turcs soutiennent le gouvernement de Tripoli, quand les Russes soutiennent Haftar, soutiennent l'opposition. Et donc, quoi qu'il en coûte, il y a eu une offensive d'Haftar qui a été un échec, et les Russes et les Turcs ne se sont pas affrontés. Ils se sont mis d'accord pour dire, voilà, on va laisser nos pions se placer, et en fonction de l'arrêt des hostilités, on se mettra d'accord sur, encore une fois, un modus vivendi. Et donc, on peut pas parler d'amitié entre les Russes et les Turcs, c'est pas vrai, il n'y a pas d'amitié. Et je le répète tout le temps, c'est vrai que des gens ont du mal à comprendre ma lecture. Je ne suis pas en train de défendre la position turque, c'est complètement ridicule, je ne suis pas turc. Je ne défends pas la position turque parce qu'effectivement elle est membre de l'OTAN, même si elle profite de l'OTAN aussi, faut pas l'oublier. Je dis simplement qu'il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Les Turcs ont un intérêt, et le seul intérêt turc s'appelle la Turquie. Erdogan est un nationaliste, c'est un islamo-nationaliste, mais c'est un nationaliste qui travaille pour son pays. Et il le fait très bien. On prend par exemple l'exemple, encore une fois, qui oppose les Russes et les Turcs en Ukraine. Les drones Baytar qui sont livrés, c'est les meilleurs drones du monde quasiment aujourd'hui, qui sont livrés aux Ukrainiens, vont tuer des Russes sur le terrain d'opération. Ces drones ont été mis à mal récemment parce que les Russes ont trouvé des contre-mesures pour en finir avec les drones turcs. Et les Turcs ont parlé aux Russes, leur ont demandé, calmez-vous un petit peu, arrêtez de trop montrer la destruction de nos drones parce que nous sommes là pour les vendre. Et que si on montre que nos drones sont pas aussi efficaces qu'on l'a prétendu, puisqu'ils ont fait leur preuve en Éthiopie, on va passer pour des rigolos. Donc les Turcs ont finalement trouvé un terrain d'entente, encore une fois, en sous-jacent avec les Russes, et ce terrain d'entente on le voit très bien, puisqu'ils ont acheté les S-400. Conséquence de quoi, les Américains ont très mal pris le fait que les Turcs s'équipent chez les Russes, et finalement ont imposé leur veto sur la vente d'avions militaires américains pour la Turquie. Donc tout ça rebat un peu les cartes, c'est un peu compliqué, mais en substance,
il n'y a pas d'amitié. Il y a des accords, il y a des terrains sur lesquels les Russes acceptent de perdre face aux Turcs, d'autres terrains sur lesquels les Turcs acceptent de perdre face aux Russes, mais à la fin, les deux pays sont d'accord sur un principe, c'est qu'ils ne se touchent pas et qu'ils vont finalement converger. Et cette convergence, on l'a vu avec la réunion à Téhéran, de ces trois grandes puissances que sont la Turquie, qui a toujours été en concurrence avec la Russie qui a toujours été en concurrence avec la Turquie et l'Iran qui a été aussi pour un temps inquiété par l'invasion russe et qui a toujours été en concurrence. Ces trois grands empires, n'oublions jamais qu'on parle d'empire, alors on parle pas de 6 pays, on parle d'empires qui ont, et de loin, une existence plus ancienne que celle des États-Unis. Ces empires contre 3 et 6 000 ans d'histoire, c'est pas rien. Eh bien, ces empires savent se parler, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et ces empires savent où il ne faut pas trop avancer. Donc il n'y a pas d'amitié entre ces empires. Il y a ce qu'on appelle, comme je le dis depuis tout à l'heure, un modus vivendi. On doit savoir comment vivre dans des zones séparées, avec des cultures différentes. On parle de l'empire perse, qui est devenu l'empire chiite, entre guillemets. On parle de l'empire turc, qui est un peu la symbolique du sunnisme. Et on parle de l'empire russe, qui est finalement la symbolique, c'est l'enfant évidemment traditionnel de ce qu'on appelle les orthodoxes, donc les chrétiens d'Orient. Tous ces trois empires ont toujours su vivre ensemble et se ménager, parfois s'affronter, mais ont toujours su trouver un arrêt dans les confrontations. Et aujourd'hui, ces trois empires ont compris qu'ils avaient un autre empire qui est émergé récemment, les États-Unis, qui sont devenus un ennemi commun de fait, quoi qu'il arrive, et qu'ils se disent, à tout prendre, nous qui sommes géographiquement très proches, avons plus d'intérêt à converger économiquement, puisque les économies sont interconnectées dans la région, plutôt que ces envahisseurs américains qui ont montré de quoi ils étaient capables pendant 30 ans, à détruire quasiment le Moyen-Orient, littéralement, à mettre le monde sous coupe réglée. Eh bien, ces trois empires se mettent d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont amis, ça veut dire simplement qu'ils sont pragmatiques, réalistes, de grands joueurs d'échecs, et qui, à la fin, sauront se répartir les bénéfices de cet accord et de ces ententes de trois pays qui ne sont pas nécessairement très d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur au moins l'essentiel, à savoir qu'il ne faut surtout pas s'affronter à nouveau, parce que ça fait le jeu de l'Empire américain. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les Turcs sont capables de parler, sachant que l'antagonisme devrait être extrêmement violent, puisque la Turquie appartient à l'OTAN, et que la Russie est opposée à l'OTAN. On pourrait poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont capables de se parler. Simplement parce que même les Turcs sont pas forcément favorables à l'extension de l'OTAN. Ils l'ont démontré, même s'ils ont reculé sur ce terrain-là par rapport à la présence de l'OTAN, par rapport à la Finlande et il y a deux pays, c'est la Finlande, je crois, et la Suède, qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Eh bien, la Finlande a une tradition quand même guerrière contre la Russie aussi. Il y a quand même une guerre qui a été menée récemment encore, avant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, qui a été un échec d'ailleurs pour la Russie. Eh bien, ces pays-là, malgré tout, considèrent que la Turquie, quelque part, est un petit peu traîtresse. Et ce n'est pas toujours d'accord avec l'OTAN. Parce qu'effectivement, les Turcs travaillent pour leurs intérêts personnels. Et ça se comprend. Ils ont été par 2 fois le jeu des empires. Ils ont perdu leur propre empire après la Première Guerre mondiale. Et ils ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à rallier la parole qui vaut pas grand-chose occidentale par rapport à une parole soviétique ou russe aujourd'hui qui est malgré tout un peu plus solide. Certes, sévère, ferme, mais solide. Et donc, cette alliance qu'on croit être une alliance d'amitié n'est pas une alliance d'amitié. C'est bien que Bruno nous ait rappelé que c'est une réduction d'idées style Paris Match. Non, il n'y a pas d'amis dans les États, il y a des intérêts et un pragmatisme qui s'impose. Et puis surtout, une vue longue de la part des Russes et des Turcs qui va au-delà de cette crise ukrainienne, puisqu'ils voient déjà que le monde est en train de changer et qu'il faut être positionné par rapport au changement du monde qui intervient. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Turcs actuellement ont une économie qui va pas très bien, qui est plutôt en berne, avec une monnaie qui a littéralement été liquidée, puisque je crois qu'on est à 18 liras pour 1 euro. Donc c'est vous dire à quel point les Turcs ont tout intérêt à se mettre en bon terme avec les puissances régionales, à faire en sorte qu'il y ait l'intégration économique, parce que sinon le pari d'Erdogan en 2023 de gagner à nouveau les élections risque d'être un échec. Quant aux Russes, évidemment, les Russes n'ont aucun intérêt à se mettre en mauvais terme avec les Turcs, puisque depuis des années, ils se mettent d'accord, parce que c'est le maillon faible de l'OTAN, malgré tout. Les Turcs sont considérés un peu comme une sorte de troublion dans l'OTAN, et que la question géopolitique, que ce soit en Libye, au Karabakh, même en Géorgie, au Moyen-Orient, la question la syrienne, par exemple, où on voit bien que les Turcs sont placés à Idlib et qu'ils essaient de garder cette position géopolitique de la région, eh bien les Turcs effectivement jouent leur partition et le font de façon très habile. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, mais simplement des positions pragmatiques. Qu'est-ce que font les Turcs et les Russes? Ils sont en train d'anticiper ce monde multipolaire qui s'installe à une vitesse extraordinaire. En moins de 6 mois, on a vu des changements de position incroyables au niveau mondial qui font que les Turcs ont parfaitement compris la problématique. Et je le répète à nouveau, les Turcs, comme les Iraniens, comme les Russes, sont des joueurs d'échecs. Et comme dirait Brzezinski, qui était aussi un grand joueur d'échecs,
Le monde doit se vivre à l'aune de sacrifices de petites pièces pour une victoire à la fin avec les grandes pièces. Gamal Abina, pour toutes ces explications, pour cette analyse. On va prendre la dernière analyse de cette thématique, celle de Linda Al-Arbaoui, avant de refermer cette émission. Alors, Linda Al-Arbaoui, lorsqu'on parle, lorsqu'on évoque les relations turco-russes, surtout à l'aune de la crise ukrainienne, on pense notamment à un jeu d'équilibristes diplomatiques permanents, des partenaires économiques et stratégiques mutuellement incontournables. Seulement, la question c'est pourquoi justement ce partenariat semble déranger certains pays occidentaux selon vous, Linda Al-Arbaoui? La question, elle est beaucoup plus profonde qu'un simple partenariat. Qu'est-ce qui a donné la puissance à l'Europe de l'Ouest? Et qu'est-ce qui a donné la puissance aux États-Unis? Le Royaume-Uni n'a jamais été un empire. C'est un empire colonial. La France a été une puissance coloniale. Quand il a fallu dessiner le monde actuel, on a détruit 4 empires. L'empire germanique, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman et donc la naissance de quelque chose en géopolitique, ça tue autre chose. Quand il y a eu la réunification, par exemple, quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, qu'est-ce que ça a fait? C'était le démantèlement de l'Union soviétique, tout simplement. C'est ça qu'il faut voir en géopolitique. Il faut remonter aussi à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, sa capitale, c'est ce qui est la Turquie aujourd'hui. Donc, on tombe dans Sağ Beko en 1917. En 1917, il y a Sağ et Beko, mais il y avait une troisième personne. Il y avait l'empereur de Russie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un complot, mais ce complot, lui aussi, était ciblé. Donc, après ça, on s'est retrouvé avec la première révolution qui était au mois de mars, et celle d'octobre, la révolution bolchevique, qui s'est terminée avec la liquidation de toute la famille, de toute la famille de l'empereur et de toute sa famille, pour ne pas justement qu'il y ait une suite derrière, pour ne pas que ce royaume renaisse derrière. Tout à l'heure, je vous avais dit, je ne sais pas si c'était passé parce qu'il y avait une mauvaise connexion, tout à l'heure je disais le bolchevisme, le nazisme, l'islamisme, la laïcité ont été financés par les mêmes patrons. Ça a été financé par Wall Street. Quand vous allez vous cherchez un peu dans l'histoire de toutes ces idéologies. Aujourd'hui, on a terminé avec Sağ Beko. En 1920, il y a eu les accords de Sèvres, où la Turquie, ce qui est devenu la Turquie après, qui était l'Empire ottoman, a payé très très cher. Ça n'a pas suffi avec les Européens, donc les Français, ils obligent les Turcs à signer le traité de Lausanne. Quand vous lisez les traités de Lausanne, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Erdogan fait la guerre à tous ceux qui veulent chercher du pétrole dans la Égée. Pourquoi? Parce que la Turquie a été interdite d'exploiter ses mines, de faire des recherches au niveau du pétrole, et non seulement il y a eu ça, mais on lui a enlevé Al-Mossad à l'époque. Et le Mossad, c'est irakien aujourd'hui, et c'est là où se trouvent les principaux puits de pétrole. On lui a enlevé aussi Raqqa, qui fait partie de la Syrie, et on revoit un peu ce qui se passe avec Erdogan et la Syrie. En réalité, à partir de l'année prochaine, même s'il a ratifié des frontières, il peut revenir à ces accords-là. Mais qu'est-ce qui avait tué justement les deux empires, l'Empire ottoman et l'Empire russe? C'était les guerres qui se faisaient. Et aujourd'hui, les deux pays, il y a un nationalisme qui est né. Les deux pays ont compris que pour s'en sortir et pour faire face à tout ce concert qui est né, il faut
Malheureusement, on a du mal à vous écouter vers la fin de ces analyses. Linda Labaroui, la connexion qui se remet à Burgi. Merci en tout cas. On est arrivé tout de même au terme de cette édition de Géopolitique Internationale. Merci beaucoup à vous pour tous ces échanges enrichissants. Merci beaucoup à vous, Bruno Drosky. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Bruno Drosky, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Voilà, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. La connexion n'est pas très établie malheureusement avec Lina Labaroui. J'aurais souhaité qu'elle termine son analyse. Gamal Abina, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin également pour éclairer davantage notre lanterne sur ces thématiques géopolitiques. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Linda Labaroui, merci infiniment. Merci. Bruno Drosky, merci également à Tafo Semaine qui était avec nous. La connexion malheureusement n'était pas parfaitement établie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Retrouvons-nous dimanche prochain dans une autre édition de Géopolitique Internationale. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. Au revoir.